Les dirigeants politiques et le monde de la tech sont réunis en ce moment à Paris. Ce sera aujourd'hui et demain. Alors le concept de l'intelligence artificielle peut peut-être encore vous sembler un petit peu abstrait et pourtant il est de plus en plus présent dans plein de domaines, l'éducation, la santé par exemple. On va tout de suite aller retrouver Anne-Sophie Varmont. Vous êtes au Grand Palais, là où a eu lieu ce sommet donc, de l'intelligence artificielle. Quels sont les enjeux vraiment de ce sommet, Anne-Sophie ? Trois enjeux principaux. Tout d'abord, premier enjeu, développer l'intelligence artificielle et faire en sorte que cette intelligence artificielle soit accessible à tous. Deuxième enjeu, malgré cette expansion, faire en sorte que l'intelligence artificielle soit moins énergivore, c'est-à-dire une dimension écologique. Le troisième enjeu, maintenant, c'est plus difficile à dire avec l'intelligence artificielle. C'est en fait faire en sorte que cette intelligence artificielle, elle développe des valeurs humanistes. Et vous voyez, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas si évident que cela. Tout cela, vous l'avez dit, se passe dans le cadre du Grand Palais, un cadre magnifique où il y a de nombreux acteurs qui sont attendus, notamment des acteurs politiques, une centaine de pays représentés. Il y a notamment le vice-président américain qui est attendu, le vice-premier ministre chinois et aussi le Premier ministre canadien qui va venir pour participer à ce sommet. Ça, c'est pour le volet politique, mais vous avez aussi le volet industriel, avec des startups innovantes qui sont attendues. Vous avez aussi des grands noms de la tech. Au total, 1000 acteurs, que ce soit de la vie civile ou des entreprises privées, qui sont représentés aujourd'hui. Et l'ambition affichée des organisateurs à la fin de ce sommet, c'est de créer un cadre légal de gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est extrêmement ambitieux. On va se pencher sur les avantages de l'IA, et ils sont nombreux, mais aussi sur les risques qu'elle représente. D'ailleurs, la personne qui est en train de vous parler n'a jamais prononcé ces mots, elle me ressemble, mais ce n'est pas moi. On peut donc faire dire n'importe quoi à n'importe qui, ça fait partie des dangers. Comment mieux contrôler donc cette intelligence artificielle? C'est l'une des questions que l'on se pose ce matin. Voilà, elle m'a piqué ma place. C'est très très bien fait. Hein. Je retourne me coucher, je vous laisse avec elle. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même des petits progrès à faire en intelligence artificielle. On est avec Thomas Leroy, journaliste Tech & Co. C'est quoi l'intelligence artificielle? Déjà une définition, parce que peut-être que c'est abstrait encore, même si c'est de plus en plus après, présent. c'est toujours difficile à résumer, mais on peut peut-être le comparer à une espèce de cerveau numérique, toute proportion gardée. On n'est pas sur un cerveau humain, mais voilà, qui fonctionne avec des algorithmes, c'est-à-dire des formules mathématiques, et qui va finalement emmagasiner énormément de données, les traiter, réfléchir d'une certaine manière dessus, les compiler, et en fait fonctionner comme si vous étiez un peu un super cerveau. Vous imaginez que vous éduquez un enfant, par exemple, il va apprendre une leçon de maths par semaine. Un modèle d'IA peut apprendre 1 million de leçons par jour. Puis il va le faire en maths, il va le faire en biologie moléculaire, dans des domaines très pointus. Mais vous dites on ne peut pas le comparer au cerveau humain. Non, pour l'instant, on n'est pas capable de reproduire le cerveau humain. En fait, l'IA aujourd'hui fait de l'imitation. C'est-à-dire, elle recrache d'une certaine manière, mais de façon très ordonnée, avec une certaine compréhension. Elle recrache ce qu'on lui a appris. Donc elle ne va pas aller au-delà de Et de voilà, ça. on dirait une petite vieille botoxée. Mais par contre, ça va très vite. Ce qu'on voit là n'était pas possible il y a peut-être 1 an ou 2. Donc, et imaginez dans un an, on ne fera pas du tout la différence. Oui, mais alors comment on fait pour faire dire n'importe quoi, n'importe qui voilà, en l'occurrence, comment est-ce qu'on constitue un avatar comme ça? C'est facile à faire? Alors, c'est de plus en plus facile à faire. Il y a vraiment des outils qui sont sortis, très grand public, très bien faits. Par exemple, pour la voix, que je trouve très réaliste pour le coup. En fait, on enregistre votre voix, on utilise des dizaines de minutes de votre voix, on les met dans l'outil, et en fait, l'outil va tout simplement cloner votre voix. Et ensuite, on peut lui faire dire n'importe quoi avec les bonnes tonalités, exactement comme il faudrait le faire. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, on va tenter un petit test. Faire une petite démo. Voilà. Alors, je vais pas refaire du ChatGPT. Maintenant, on commence un petit peu à connaître. Il y a un outil qui est un peu plus rigolo, qui s'appelle Suno, qui permet d'éditer des chansons, créer des chansons en une dizaine de secondes. Donc, l'idée, c'est que vous mettez un petit texte, des paroles, et ensuite, il va vous générer dans le style que vous voulez. Bon, voilà, j'ai demandé à ChatGPT de faire 4 lignes sur BFM TV, l'IA, Parlons Info. Donc, ça donne sur BFM TV, on vous guide pas à pas dans ce monde connecté où tout change déjà, etc., etc. Ensuite, on va mettre un style de musique. Par exemple, je vais mettre du rock. Et puis ensuite, on va lui demander de créer
créer à partir de rien, à partir juste de ces mots-là, une chanson qui va normalement être du rock, on va voir. Alors des fois, c'est pas toujours aussi évident. On peut lui demander aussi Il faut que vous le colliez au micro. Hein. Ouais. Une fois que ça met une dizaine de secondes à générer, et une fois que ce sera généré, je vais essayer de lancer pour voir. Donc là, on part sur une chanson sur BFM TV, Parlons Info, avec un fond rock. C'est ça. D'accord. Exactement. Sachant qu'on peut faire à peu près tous les styles qu'on veut. Ouais. Là, c'est pareil. En fait, l'IA emmagasine et tout ça. Donc, je vais prendre au hasard. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai monté le son. C'est rock déjà. Pour l'instant, c'est rock. La promesse est tenue, c'est rock. D'accord, c'est une intro longue. Il y a une chanson qui doit suivre sur cette émission, c'est ça? Sur BFM TV, dans ce monde connecté où tout change déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le phrasé est très bon et vraiment, vous avez tous les styles. Hein. Je vais écrire à la créa pour peut-être qu'il me change la bande-annonce. Une version Zouk aussi. En version Zouk. Ça va être un petit peu de... Pas mal. Voilà. Donc je peux vous le mettre à peu près. Donc on peut inventer n'importe quelle chanson. Le générique, peut-être qu'on peut le revoir sur cette émission. J'en un message à Pierre Projet. De l'émission, de toute façon. C'est bon. Bon, on va faire un point quand même avec Fanny Wegscheider qui nous a rejoint sur la place de la France dans tout ça. On a beaucoup parlé des États-Unis, de la Chine qui investissent à tout va, qui investissent des centaines de milliards d'euros. La France aussi a fait une annonce dans la bouche d'Emmanuel Macron hier. Oui, Emmanuel Macron qui souhaite aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et il annonce donc 109 milliards d'investissements dans les prochaines années dans l'IA en France de la part de sociétés privées, étrangères comme françaises. Voilà pour la promesse. Comment ça va se décomposer? On va le découvrir ces 2 prochains jours. Mais on sait déjà, par exemple, qu'il y aura la création de 35 data centers, ces bâtiments géants qui stockent, qui traitent les données, notamment à destination de l'IA. Il y en aura un à Cambrai, 15 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2030 par le fonds canadien Brookfield. Un autre centre également sera construit, on ne sait pas encore le lieu, pour une valeur de 30 à 50 milliards d'euros de la part des Émirats arabes unis. Voilà pour ces 109 milliards d'euros qui sont, selon Emmanuel Macron, l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate. C'est le même rapport. Stargate, c'est ce projet, ce grand plan des États-Unis annoncé par Donald Trump mi-janvier pour 500 milliards de dollars de fonds privés, donc à destination de l'IA. Il y a déjà plus de 320 milliards de dollars qui ont été investis dans la Big Tech en 2025. Voilà ce qui est le tableau général. L'objectif de la France, c'est d'essayer de rattraper les États-Unis et la Chine. Et alors concrètement, nous, ça représente quoi l'intelligence artificielle en France? On a quoi comme projet là, qui ont été lancés si on fait le point? Alors déjà, si on fait le classement, on est 5e pour l'instant dans cette course à l'IA. Et ce qu'on a déjà fait, alors... Au titre des réussites, par exemple, il y a le chat, cette IA générative de la société Mistral AI. Ça ressemble à ChatGPT, concrètement, c'est la version française. C'est Mistral AI qui est donc devenue une licorne. Elle a une valeur de plus de 6 milliards de dollars et elle souhaite rester indépendante. Elle ne rentre pas en bourse. C'est pour ça qu'on la qualifie de licorne. Il y a aussi des échecs avec ce projet Lucie qui a été stoppé à peine au bout de 2 jours de tests publics parce qu'elle donnait des réponses absolument farfelues. Voilà pour les exemples, en tout cas au stade où on est à l'heure actuelle en France. Chargez, vous, Jean Garrigue, le chat et non pas ChatGPT, en bon patriote que vous êtes. Mais patriote, bien sûr. Le chat, il n'y a pas de raison. Franchement, les premiers tests que j'ai faits, c'est aussi bien que ChatGPT, il n'y a pas de problème. Vous l'utilisez, vous, en tant qu'historien politique, ça vous est utile souvent? Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de proposer à ChatGPT, pour l'instant, pas encore au chat, j'ai proposé à ChatGPT de reprendre une thématique d'anciens livres que j'ai écrits pour voir ce qu'il en faisait. Et très franchement, il m'a donné en 15 secondes un synopsis d'ouvrage que j'ai ensuite perfectionné parce que je lui ai demandé d'aller plus loin, rédige-moi un chapitre, etc. Et c'est stupéfiant, c'est vraiment passionnant. Y compris au sens même d'une réflexion, d'un raisonnement logique et historique.
Maintenant, rien ne remplace non plus l'expérience de la sensibilité de l'historien. Vous êtes en train d'envisager d'écrire un livre entièrement mais non, justement, avec le chat, non. Je vais faire cette expérience. Ouais. Moi, je le dis franchement, je vais faire l'expérience de voir ce qu'il me propose. Et à partir de là, parce que j'ai déjà mes idées quand j'écris un livre, je ferai moi-même ma petite soupe. Mais très franchement, les résultats sont passionnants et aussi inquiétants parce que ça veut dire que certains vont avoir la tentation de ne plus faire fonctionner leurs neurones et de se livrer à ces applications. Et puis, évidemment, ça pose tout un problème dans l'enseignement. Il y a maintenant énormément de travaux. C'est les risques un peu, Fanny Paris. Bonjour, vous êtes anthropologue, spécialiste de l'intelligence artificielle. La fainéantise, j'allais dire, que pointe du doigt Jean Garrigue. Alors en fait, c'est un petit peu, on peut le voir un petit peu comme le nouveau réflexe Google ou le syndrome un petit peu PowerPoint. Ce qu'on observe avec nos étudiants, c'est qu'effectivement, ça apparaît dans un premier temps comme un outil un petit peu magique. Mais au final, ça l'est pas du tout. Donc quand on est expert, qu'on a déjà des connaissances sur un sujet, ça nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, de faire des corrélations et du coup de monter en expertise avec un outil très simple d'accès. À l'inverse, si en point de départ d'un sujet, que ce soit professionnel ou scolaire, on interroge ChatGPT, le chat ou d'autres interfaces de ce type, et ben c'est pas magique. On va avoir quelque chose de relativement creux avec des tournures préconstruites et au final, quand on corrige les mémoires de recherche de nos étudiants, on voit tout de suite à quel moment ils l'ont utilisé. Et souvent, ils les utilisent. Vous arrivez à griller ceux qui trichent un peu. C'est de la triche ou pas d'ailleurs maintenant d'utiliser ce genre de technologie? Alors pour moi, c'est pas de la triche. Faut valoriser cet usage-là et on le voit tout de suite parce que on est au début, on est aux prémices, c'est du test et les étudiants ne savent pas encore vraiment bien s'en servir. Non mais juste 2 secondes. Et ensuite Anna Cabana. OpenAI là, qui fait ChatGPT, semble-t-il, ils ont mis au point un logiciel, enfin une application, je ne sais pas comment le dire, qui peut détecter à 99% les textes générés par l'IA. Mais il paraît que pour l'instant, ils ne veulent pas le mettre dans le commerce, enfin le mettre à la disposition du public. Et ça pose un problème. Il faut absolument que le plus rapidement possible, on puisse détecter. Alors c'est vrai que, comme vous le dites, en général, les enseignants, on arrive à le voir, mais qu'on puisse détecter systématiquement tout ce qui est généré par l'IA, parce que sinon ça fausse complètement l'évaluation des travaux. C'est le risque. Anna Cabana, on sent la volonté là, de la part d'Emmanuel Macron, de replacer la France au centre du jeu entre la Chine, les États-Unis. Nous aussi, on investit 109 milliards d'euros, annonce du président hier soir. Vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit cocorico. Et il l'a dit vraiment, hein, c'est-à-dire c'était pas au 2e degré. Il a dit cocorico et pour que ce soit bien clair, sur son compte X, il l'a redit. Je dis cocorico. Donc ça veut dire, voilà, nous Français, c'est le patriotisme, n'est-ce pas, technologique. Jean Garrigue a tout de suite suivi évidemment les injonctions présidentielles. Donc il a dit, il y a une course à l'échelle, d'accord, mais est-ce qu'on est complètement largué? Alors il a reconnu évidemment qu'on était très en retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais il a dit on n'est pas complètement largué, hein, ce sont ses mots. Il faut être plus innovant, il faut être les plus malins. Et il a dit, alors son cocorico, cette fierté, n'est-ce pas, à laquelle il nous appelle, eh bien, on doit l'avoir parce qu'on produit, a-t-il dit, l'une des électricités les plus décarbonées au monde et que nous, les data centers qui vont être créés en France seront des data centers propres. En grosso modo, il faut être fier, il faut être content d'être français et il faut devenir les plus malins du monde. Il était très offensif, hein, vous savez, il serrait les poings comme ça sur le plateau. On sentait que, comme il peut plus parler de politique intérieure, et ben maintenant, il a décidé d'investir des terrains qui sont un petit peu décalés, en tout cas de se placer au-dessus de la mêlée. Et l'intelligence artificielle, c'est clairement un sujet d'abord qui le passionne. Ça, oui, c'est vrai, qui le passionne, on va le voir d'ailleurs. Mais en plus, il y a une fenêtre d'opportunité pour exister et il a l'intention de s'en donner à cœur joie. Et il a raison de le faire, Amandine Atalaya. Oui, bien sûr. C'est le sujet dont il faut s'emparer. Oui, je pense que ça le passionne sincèrement. En plus, ce type de débat, on a pu parfois discuter avec lui, quand on suivait Emmanuel Macron et se projeter comme ça dans le futur, parler de l'intelligence artificielle, il adore vraiment. Après, il est vrai aussi, vous avez vu hier dans l'interview, il ne parlait pas des thèmes français, il ne voulait pas rebondir là-dessus quand la question lui était posée. Et il s'agit en ce moment de redorer un peu aussi l'image de la France par rapport à les étrangers ne sont pas aveugles, ils voient bien tout ce qu'on traverse politiquement, budgétairement, qu'on est un peu embourbé. Donc là, c'est quand même une façon pour nous d'exister. Il y a eu avant les Jeux Olympiques, bien sûr, il y a eu Notre-Dame, on a vu qu'il a reçu le monde entier, Donald Trump et Elon Musk à Paris, et c'était aussi
aussi une occasion pour le président d'exister à ce moment-là. Et je pense qu'il insistait beaucoup hier sur le fait que les Français ne devaient pas être trop inquiets, que ça n'allait pas voler le travail en France de tout le monde. Et il y a aussi une forme de méconnaissance. Je voyais hier que seulement 2 Français sur 10 utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Pas encore si répandu que ça. C'est vrai. Assez mince, assez faible. Benoît Galeret, vous disiez avec Cabana, c'est un peu sa passion. Oui, ça voilà. passionne. Et effectivement, on a vu en lancement de ce sommet, il a publié une vidéo où il se met carrément en scène. Oui, on n'attendait pas forcément ça de la part d'un président de la République. Bon, jouer la carte de l'autodérision en ligne, c'est assez courant, mais là, en effet, ça le passionne, même quand ça égratigne un peu son image. Vous allez le voir, puisqu'il diffuse cette compile de vidéos amateurs qui, 1, détournent donc sa propre image, et 2, sont générées par cette fameuse intelligence artificielle. On regarde. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Bisous mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Son avatar est mieux que le mien. Ça va plutôt. Et encore, vous allez voir, parce que ces extraits, ils datent un peu. Les premières vidéos générées par IA, c'est 2017. Et là, depuis ce qu'il nous a montré là comme extrait, ce sont les plus cliqués sur les réseaux. Mais regardez comme ça a progressé. Là, c'était il y a quelques jours, la Fashion Week à Paris. Il y a un internaute qui imaginait si les politiques défilaient à cette Fashion Week. Regardez, là, maintenant, il y a les ombres et tout, on est en mouvement. C'est quand même autre chose que ces photos collées un peu statiques, là, qui semblaient découpées sur les visages. C'est un internaute nommé David Nimal qui fait ses propositions. Darmanin avec un blaireau et un Mélenchon avec son chien. Bon, là, c'est franchement bluffé. On peut même demander à l'IA, vous le disiez, on l'a entendu avec la chanson, de générer le son qui va avec l'image. Donc là, on reste dans le rigolo, parce que vous allez voir, après, ça va dégénérer, mais toujours généré par David Nimal, la Marseillaise qui serait jouée par nos différents politiques, chacun avec son instrument. Bah là encore, vous pouvez lui dire, vas-y, fais-moi un petit extrait. On va écouter 2 secondes, là, quand même, de ce que ça donne. Donc Macron à la guitare, qui nous fait un peu la Marseillaise. Attention, il y a Jean-Luc Mélenchon qui va arriver à la trompette et tout le monde est là. Bon bref, vous avez compris, c'est assez inoffensif ce que je vous le montre. Je vais pas vous montrer des choses plus dérangeantes. Imaginez qu'on fasse dire à Macron qu'il déclare la guerre à la Russie, par exemple, ou qu'il dissout l'Assemblée nationale. Ça serait complètement dingue, mais imaginons une seconde. C'est pas son genre. C'est pas son genre, mais ça devient quand même compliqué de distinguer le vrai du faux. Concernant les citoyens plus ordinaires, et je vous le disais, moins rigolos, ces IA, elles servent surtout à générer du contenu pornographique, plus 550% depuis 2019. 96% des deepfakes qui circulent comme ça en ligne, ce sont des contenus pornographiques. N'importe qui peut se retrouver dans des vidéos immondes et de plus en plus crédibles. Parfois même, ça concerne des mineurs. La police un peu démuni face à ces nouvelles formes de violence, il n'y a pas trop de barrières encore juridiques et techniques, dit il y a quand même une plateforme où vous pouvez signaler le 3018, mais voilà, dans la vie quotidienne, ce que ça change déjà. Voilà pourquoi beaucoup disent au président que c'est pas forcément le sujet le plus rigolo qui soit. Oui, il répond, lui, j'ai voulu ouvrir le débat. Évidemment, des dangers, des limites. Et je rappelle qu'il y a un règlement européen, l'IA Act, qui a été mis en place, mis en marche la semaine dernière pour tenter de réguler un petit peu tout ça. Merci beaucoup.